Bonjour, bonjour. On nous revoilà en retour sur les vidéos du dimanche. Bon, une personne. On va attendre un peu qu'il y ait plus d'une centaine de personnes, 3 personnes. Alors, qui est là? Meritaman, bonsoir, l'équipe Torza. Tourza, bonsoir. Muriel Chetrit, Brésil, tiens, on commence bien. Le Brésil. On va parler du monde aujourd'hui, 24 personnes. Le Brésil, ça n'a pas été fameux, le Covid au Brésil. Faites partie des pays qui sont le plus touchés, qui ont été le plus touchés. Cadeau Pro, comment vas-tu? Ça va bien? Tu partages sur le groupe 41 personnes. Ruben Elkarat, bonsoir. On ne se connaît pas, mais garçon brillant. Très intéressé par le Covid, il sait plein de choses. Natania, bonsoir. Salut Natania. Salut Florence Cohen. Natacha Bolgenberg. Fidèle au poste, moi aussi. Bonsoir. Andada de Tunis, du Borgel, du cimetière du Borgel de Tunis. Bonsoir. Comment vas-tu? Yolène Zeytoun, Laurent Souillette, comment vas-tu, mon cousin? Il va bien? C'est partagé cadeau. Salut cadeau. Merci. Patrick Lafaux, Elat. Donc nous avons Elat, nous avons Tunis, nous avons le Brésil. Salut Elat. Patrick Lafaux, l'ami de Pierre Zeytoun. Fidèle aussi. Corinne Saban, comment vas-tu? Nathalie Saclière, bonsoir. Nicole Lévy peut-être, bonsoir. Robert Ganem, comment vas-tu? Tout va bien, Hugo Sidbon? Est-ce que ta soeur va être là? Katia, tu lui passeras le bonjour si elle n'est pas là. Ta mère aussi. Fidèle au poste, Nathalie. Bravo. Samandé, bonsoir Samandé. Il y a ma fille qui habite à Samandé. Si vous la rencontrez, vous lui passez le bonjour, vous l'embrassez. Katy Tibi, bonsoir. Vitry-sur-Seine. Bonsoir Vitry-sur-Seine. 94, Paul Blin de Cannes, comment allez-vous? On a des nouvelles sur Facebook. J'espère que vous vous portez mieux, que vous êtes sortis de... Je crois que vous étiez à l'hôpital. Une bonne santé, de bonnes nouvelles. La fin de vos souffrances, voilà. Alors voilà, c'est qui? Kofi, le marabout est là. On est tranquille, si le marabout est là, on peut commencer. Nous avons le marabout sur la ligne, c'est ce qu'on le voulait. On est tranquille, si le marabout, c'est la fin de nos souffrances. La puissance de Dieu. Voilà, contactez le marabout. Voilà, on a bloqué le marabout. Zwegerweg, bonsoir, comment vas-tu? On a bloqué le marabout, il est toujours là, toujours fidèle, c'est un de nos plus fidèles, le marabout. Il est toujours là. Et on dit Tayeb, salut. Meilleur Marciano, bonsoir. Lydie Birman, bonsoir. Vous n'êtes pas encore sorti de l'hôpital, Paul? Dommage. Allez, j'espère que tout ira bien. Et vous pourrez nous refaire de belles photos le matin. Une bonne santé. Que cette nouvelle année vous amène la santé. SSBB, bonsoir. Je pense que c'est de Tunis. Gislaine Amselem. Serge Belaïch, comment vas-tu? Bonne fête, Serge. Que de bonnes choses cette année. Rose connaît. Alors connaît, elle nous donne son numéro de téléphone. C'est la copine du marabout peut-être. Michel Torgeman, salut. Comment vas-tu? J'étais languie, j'étais avec Raymond hier. On a pris le café à Passy.
Juliane, salut. Annidan. Raymond Robibo, comment vas-tu Raymond? Voilà, il y a Michel Torgeman à côté de toi. Eddy, salut. Joël Torza, salut. Yvonne Zawi, bonsoir. Bon, alors on est 200, on va attendre encore 5 minutes. Françoise Robibo, comment vas-tu? Il y a toute l'équipe de Jean Boin, dit tout cela. Katy Tibi, salut. Allez, alors les nouvelles sont pas mauvaises aujourd'hui. On va commencer par la situation dans le monde, puis en France, puis on va parler de quelques nouvelles. Alors on va commencer. Comment vas-tu Maryse? Ça va bien? Olga Lombroso, bonsoir. Maryse Congelosi, bonsoir. Comment vas-tu? Allez, on va commencer. Djerba, salut Djerba. Je crois qu'il y a une grande équipe en ce moment à Djerba avec Trabelsi pour les fêtes de Sukkot. Ça va être sûrement magnifique. En plus, c'est très safe en ce moment à Djerba. La Tunisie est assez safe. J'étais ce matin avec Sanda Turki. On a pris le café à Paris. On est parti voir l'Arc de Triomphe. Elle m'a dit que la situation était assez bonne. Elle n'a plus que 2 patients hospitalisés dans son service, alors qu'ils étaient 100 à un moment, au plus fort du Covid. Donc là, on est passé à 2. Donc la situation à Tunis s'améliore. Donc ceux qui sont partis passer les fêtes à Djerba, eh ben, ils ont bien fait. J'espère que vous avez beau temps. Esther Jakubowicz, bonsoir. Alors, la semaine dernière, il n'y avait pas de live parce que j'étais en congrès à Biarritz. J'ai repris un peu mes activités, je recommence à faire les congrès. La semaine prochaine, je serai à Londres, où j'ai aussi un séminaire. Donc on reprend nos activités, la vie reprend doucement, doucement le dessus. Nina Cohen-Koubi, bonsoir, bonne fête. André Besselou, mon frère, que de bonnes nouvelles. Voilà, il est là, on peut commencer. Donc la semaine prochaine, je serai à Londres. Donc on reprend un peu nos activités, la vie reprend doucement, doucement son cours. Et on va recommencer à vivre tranquillement et normalement. Alors, quelles sont les nouvelles? Alors, comme je vous ai dit, on va commencer par le monde. Alors, le nombre d'infections quotidiennes du nouveau coronavirus a continué sa tendance baissière. Donc, au niveau mondial, on est au niveau d'une baisse de nombre de cas de coronavirus et de nombre de morts. Donc, les nouvelles aussi au niveau mondial sont assez bonnes, puisqu'on voit que la tendance actuellement, c'est la 2e fois en 2 mois que l'épidémie recule largement d'une semaine sur l'autre. Actuellement, on a, par rapport à la semaine dernière, une baisse de 10% du nombre de cas de contaminés dans le monde. Et par rapport à la semaine d'avant, on a 7% de moins de morts dans le monde. Donc au niveau mondial, on voit que l'épidémie est en train de baisser, ce qui est une bonne nouvelle. Et nous, en France, on va le voir plus tard, vous verrez que la situation aussi s'améliore. Alors, on a déjà eu cette situation, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, où toute la situation mondiale était en train de s'améliorer. Je vous avais montré les courbes dans tous les pays, les courbes tombaient. Mais c'était sans compter sur le variant D. Le variant D a rabattu la donne. C'est-à-dire que le variant D, qui est un variant beaucoup plus agressif et beaucoup plus, je vais en reparler, a rabattu les cartes et a fait que cette tendance qui était baissière dans le monde entier est repartie à la hausse. Et on a eu de nouveau une nouvelle vague. Une vague d'ailleurs qui n'en finit pas à regarder Israël. Et c'est là à cause du variant D. Donc si aujourd'hui nous avons un nouveau variant qui se déclare et qui est résistant et contaminant et qui plus dangereux que le variant D, on n'est pas à l'abri que tout ça reparte. Donc pour aujourd'hui, il faut se contenter des bonnes nouvelles du moment. La bonne nouvelle du moment, c'est que la tendance mondiale est baissière. Et donc pour l'instant, il faut s'en réjouir, prendre les nouvelles comme elles sont et espérer qu'il n'y a pas un variant compliqué qui vienne nous contrecarrer nos espoirs. Alors, d'après le bulletin épidémiologique de l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU, un niveau similaire à aujourd'hui où un ralentissement de la pandémie a été observé dans toutes les régions du monde. Près de 3,6 millions de nouvelles infections ont été identifiées cette semaine, ce qui correspond à un recul d'environ 10%. C'est pas négligeable, 10% de cas en moins dans le monde, ce n'est pas négligeable. Et un peu moins de 60 000 décès sont également signalés entre le 13 et 19 septembre dernier. C'est une chute de 7%. Donc vous voyez que au niveau mondial, on a une vraie chute de l'épidémie. Mais comme je vous dis, il faut s'en réjouir, bien sûr, parce qu'il faut se réjouir du moment présent. Mais on ne peut pas dire que tout ça est fini, parce qu'on est toujours
pas à l'abri d'un nouveau variant recontaminant qui peut faire repartir. S'agissant aussi des décès, une légère embellie est observée, mais n'a pas atteint toutes les régions. Au total, la baisse est de 7% sur une semaine. L'amélioration la plus significative a été identifiée en Méditerranée orientale et en Asie, qui a enregistré une baisse la plus importante de 27%. Vous voyez qu'il y a des endroits dans le monde où la baisse est très 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 importante. Au niveau vaccination, où on en est dans le monde, on est à 5 776 127 976 doses de vaccins qui ont été administrées, mais malheureusement, comme vous pouvez bien vous imaginer, il y a une répartition qui est inégale dans le monde. Vous avez cette répartition qui se fait essentiellement au niveau des pays riches qui sont très vaccinés, et les pays pauvres le sont beaucoup moins. Alors, quel est le variant qui domine aujourd'hui dans le monde? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le variant Delta, qui a largement remplacé tous les autres variants, et ceci au niveau mondial. Qu'est-ce que dit l'OMS? Elle indique que le variant Delta, présent dans 185 pays, est au-dessus de tous les autres et a pris la place de tous les autres variants. L'alpha, le bêta, vous savez que maintenant on nomme plus en fonction d'un pays, mais on nomme en fonction d'un alphabet. Donc il a remplacé alpha, bêta et gamma. Selon les derniers bulletins épidémiologiques de l'Agence sanitaire mondiale de l'ONU, ce variant, initialement détecté en Inde, a très largement supplanté tous les autres variants dans le monde. Donc vous voyez que c'est ce qui a provoqué cette dernière vague qui était si importante il y a quelques mois, c'est ce variant Delta qui est apparu en Inde, puis qui est parti en Angleterre, qui était en Israël, qui était en France, qui était en Tunisie. Vous savez que la Tunisie atteint malheureusement 25 000 morts. C'est énorme pour un pays de 7 millions d'habitants ou 10 millions d'habitants. Ils ont eu 25 000 morts, c'était une chose d'incroyable et c'est ce variant Delta. Le variant Delta représente à peu près 90% des séquences soumises avec date de prélèvement entre le 15 juin et le 15 septembre. 90% des patients positifs sont des variants Delta. Alors plus transmissible, on sait, il est devenu plus fort, il est transmissible, il est en train de concurrencer, de remplacer tous les autres. Alors, quand on voit au niveau mondial, je vais vous montrer au niveau mondial. Donc ici, vous avez au niveau mondial le nombre de cas. Donc ici, vous avez le nombre de cas. On est à peu près à 4 millions de cas confirmés par jour. Ce qui est énorme. Imaginez-vous que dans le monde, il y a 4 millions de cas tous les jours. Et donc ça, vous voyez que les différentes vagues mondiales, la dernière, c'est celle qui a eu lieu cet été, et au niveau des morts, on est à peu près à 40 000 morts tous les jours. Vous vous rendez compte, 40 000 morts, c'est-à-dire une ville de moyenne importance qui meurt tous les jours avec le Covid, et encore là, on est dans une phase où ça a baissé, et le nombre de morts est en train de baisser. Il y a eu, au niveau 230 418 051 cas confirmés, qui ont eu le Covid depuis le début de la pandémie. Et il y a eu malheureusement 4 724 876 morts de l'épidémie depuis le début de l'épidémie. Si vous voyez quels sont les pays qui sont le plus touchés, c'est les Amériques qui sont les plus touchés. Puis vous avez l'Europe en vert. Puis vous avez les Asiatiques, mais déjà à un niveau beaucoup plus faible. La Méditerranée orientale, en vert. Le Pacifique Ouest, en violet. Et vous voyez que l'Afrique a été très peu touchée au niveau mondial par cette épidémie. Est-ce que l'Afrique, c'est parce que c'est un pays jeune? Ce sont des pays jeunes avec une population jeune où il n'y a pas beaucoup de vieux, il n'y a pas beaucoup d'obèses, il n'y a pas beaucoup de comorbidités. Est-ce que le virus, est-ce que les gens en Afrique ont été habitués aux épidémies, ils ont pu se prémunir ces épidémies en portant tout de suite des masques et prenant des mesures barrières, car ils savent qu'ils sont très peu protégés. On ne saura jamais pourquoi l'Afrique, pour l'instant, est le moins touchée, mais on espère que ça reste comme ça. Parce que vraiment, si l'épidémie touchait de manière très forte l'Afrique, il pourrait y avoir des catastrophes. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau mondial. Donc au niveau mondial, ça va mieux. On a 10% de cas en moins par jour.
on a le nombre de morts qui baisse de 7%. Et qu'en est-il en France? Ben, la France suit un peu comme le reste du monde. Ça, c'est des courbes que j'aime bien vous montrer. Vous les trouvez partout sur Google. Vous voyez qu'au 23 septembre, le pic vraiment... Donc ça a été une vague qui a été beaucoup moins importante que les vagues précédentes. Je pense que c'est la vaccination qui a fait que cette vague a été beaucoup moins importante. Et au niveau des morts, vous voyez que le nombre de morts est très très faible. Parce que les gens qui sont fragiles, les comorbidités, tout ça, ont été vaccinés et on sait aujourd'hui que les vaccins ont été efficaces. Et d'autant plus que comparativement à Israël, vous savez qu'en Israël, la situation est toujours un peu critique. Pourquoi la situation est un peu critique? Parce que les Israéliens ont été vaccinés très vite et très mal finalement. Parce que ils ont été vaccinés à un moment où il n'y avait pas le variant D. Ils ont été vaccinés très tôt et quand la majorité des gens est arrivée à une immunité qui faiblissait du fait de la vaccination, est arrivé ce virus D et les gens d'une part, leur immunité avait baissé. D'autre part, une fois que ça allait mieux, les gens ont arrêté de se faire vacciner. En fait, aujourd'hui, la France est mieux vaccinée qu'Israël. Il y a plus de vaccinés en France qu'en Israël, parce que les gens, à un moment, ont arrêté de se faire vacciner en Israël, et puis ce variant D les a surpris, les a fauchés comme ça avec une nouvelle épidémie. Donc nous, en France, finalement, on est pas mal. Est-ce qu'on doit faire la troisième dose? C'est une question qu'on me pose souvent. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore faite. Moi, je suis les recommandations pour l'instant de la Haute Autorité de Santé. Ils demandent aux personnes de plus de 65 ans de le faire. Et moi, j'ai 63 ans. Pour l'instant, je ne l'ai pas faite. Pourtant, j'ai quelques comorbidités. Mais j'attends un peu de voir, puisqu'on est quand même dans une période où là, en France c'est très calme. Vous savez que l'épidémie, est-ce qu'elle a disparu de France? On ne peut pas le dire. Je vous ai dit, tant que tout n'est pas fini, tout n'est pas fini. Il peut y avoir un variant, tout peut repartir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on le sent, la vie qui reprend. Genre, les cafés sont pleins, les restaurants sont pleins. Moi, j'ai voyagé la semaine dernière, les aéroports sont pleins. Sanda est venue de Tunisie hier ou avant-hier. Elle m'a dit aussi que les aéroports étaient pleins. Quand vous sortez, vous voyez que la vie reprend. Il y a plein de gens dans les rues. Donc, on sent quand même une dynamique positive. On sent que les gens... Mais il faut faire attention, comme je vous ai dit, de ne pas trop lâcher. Restez attentifs, faites attention, portez toujours vos masques et les gels hydroalcooliques, faites attention. Pour l'instant, la troisième dose, à part pour les fragiles et les diabétiques et les plus de 65 ans qui ont leur immunité qui diminue, pour les autres, on va voir tout à l'heure, on peut aussi... Je vous ai toujours dit que moi, je ne dosais pas les doses anticorps, mais les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges d'hier, de demain. Me suis peut-être trompé. Vous avez vu, ça a été posté sur le groupe. Il y a une étude sur les anticorps, on va en reparler. Et il semblerait quand même qu'en dosant ces anticorps, on peut savoir exactement ce qui va se passer au niveau de votre immunité. Il y a un point que je voulais signaler, c'est un point qui touche les médecins. Les médecins, depuis le début de cette épidémie, ils ont été mis à contribution et souvent malmenés dans cette épidémie. D'une part, les médecins de ville ont été mis à l'écart. Vous vous souvenez au début, on n'avait pas le droit de prescrire, on pouvait rien faire que donner du Doliprane. Et les médecins à l'hôpital eux-mêmes ont été soumis à des orientations thérapeutiques qui étaient assez strictes. Et ces médecins, finalement, ont beaucoup souffert de cette épidémie. Et quelle que soit l'idée que vous aviez, que vous vouliez traiter, pas traiter, il y a des médecins qui sont passés au Conseil de l'ordre parce qu'ils préconisaient de donner de la chloroquine, des médecins qui sont passés au Conseil de l'ordre parce qu'ils voulaient donner des antibiotiques. Et ces médecins et ce Conseil de l'ordre, ça a été un grand problème. Et maintenant, se pose le problème des vaccins, des pro-vax et des anti-vax. Et il semblerait quand même que les médecins qui ne sont pas vaccinés, vous savez que on oblige les personnels de santé, et notamment les médecins, de se faire vacciner. Il y a à peu près aujourd'hui 93% des professionnels de santé, des médecins qui ont reçu qui sont complètement vaccinés ou partiellement vaccinés jusqu'au 1er septembre. Mais pour ceux qui ne vont pas être vaccinés, le problème est quand même un problème, c'est un problème éthique quand même, parce que ces gens-là qui ne veulent pas vacciner, c'est des médecins, ils pensent que ce vaccin n'est pas bon pour eux, en tout cas, et ils refusent la vaccination, et pourtant ils vont être recherchés et poursuivis par le Conseil de l'ordre, et même l'HAS, la Haute Autorité de Santé, va les sanctionner. Alors, à partir du 15 septembre, ces derniers ne seront plus autorisés à exercer. Ça, c'est un problème quand même.
et conformément à la loi du 5 août relative à la gestion de la crise sanitaire. Donc ces médecins qui ne seront pas vaccinés ne pourront plus exercer. À quoi s'exposent à partir de 15 septembre, pour continuer à exercer, les médecins devront justifier l'administration d'au moins une dose de vaccin. Si leur vaccination n'est pas complète, ils doivent également présenter le résultat d'un test PCR valide. Et s'ils ont été infectés par le virus, ils doivent présenter un certificat de rétablissement encore valide. Les libéraux dont le schéma vaccinal n'est pas complet et qui ne disposent pas d'un vaccin de contre-indication seront interdits d'exercer. Quand vous pensez quand même le lourd tribut qu'ont payé les médecins libéraux, quand je me rappelle mes copains médecins qui sont décédés, et maintenant voilà qu'on veut empêcher d'exercer les médecins qui ne veulent pas se vacciner. Les médecins, ils ont payé finalement de tous les côtés. Quand ils voulaient traiter au début, et on leur disait non, il faut donner de Doliprane. Après, il y en a qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient rien du tout. Ils sont partis à la guerre avec des couteaux et des fourchettes, et ils sont morts. Et maintenant, s'ils ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont dans leur idée qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, mais on sait que, vous le savez vous-même, quand vous allez voir 10 médecins, vous avez 10 idées différentes, vous avez 10 diagnostics différents, vous avez 10 traitements différents. C'est ce qui fait la médecine. La médecine est un art, ce n'est pas une certitude. Vous ne pouvez pas avoir tous les médecins qui pensent la même chose. Donc si 5% des médecins ne veulent pas se faire vacciner, je sais que c'est un problème, et de là les empêcher d'exercer, ils ne seront plus remboursés par la sécurité, ils vont être dénoncés par la HAS au Conseil de l'Ordre, et les conseils de l'Ordre vont les attaquer, enfin toute une histoire. Quand même, tout ça ne peut pas se faire peut pas se faire de manière beaucoup plus consensuelle, de manière beaucoup par la discussion, on peut pas les convoquer, discuter, voir avec eux quels sont les arguments, quels sont les trucs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en contrepartie, quand même, d'aller les empêcher d'exercer, les empêcher de remboursement de la sécurité sociale. Enfin, je trouve que les médecins, quelle que soit leur situation, ils n'ont jamais été dans la bonne position. Ça n'a jamais été bon, et vous savez, pourtant, je vous l'ai dit, on a beaucoup souffert. Les médecins ont beaucoup souffert, et ceux notamment qui ont été face au Covid. Et ces médecins qui ne sont pas vaccinés sont souvent des médecins qui ont été face au Covid, et sont souvent des médecins qui ont été en première ligne pour défendre leurs patients. Donc je pense que la discussion vaut mieux que la coercition, et qu'il vaut mieux discuter avec eux, essayer de les convaincre, essayer de les convoquer et voir avec eux comment faire. Alors c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui va contrôler le statut vaccinal. Donc voilà, on va les contrôler par le statut vaccinal des médecins libéraux, et de s'assurer qu'ils respectent bien leurs obligations. Les praticiens sont également susceptibles d'être contrôlés par les employeurs lorsqu'ils exercent une activité en salarié. Donc vous voyez quand même, ça sera un peu bizarre si vous êtes convoqué chez le patron parce que vous n'êtes pas vacciné. Les ARS sont autorisés à prendre connaissance des données relatives au statut vaccinal des médecins avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie. Tous les 15 jours, les caisses communiqueront le fichier des médecins libéraux conventionnés n'ayant pas engagé leur parcours vaccinal. Les médecins non conventionnés, eux, devront transmettre à leur ARS les documents permettant d'attester des contrôles aléatoires seront organisés à la demande de l'ARS, soit sur le lieu du travail, soit par voie numérique, seront effectués par... Quelles conséquences pour ces médecins? La suspension d'exercice traduira par les médecins conventionnés par une interruption de remboursement par l'assurance maladie des actes pratiqués. Autrement dit, si vous arrêtez de rembourser les actes pratiqués par un médecin, eh vous l'aurez de la liste des médecins pratiquants, puisque aucun médecin ne peut travailler s'il n'y a pas de remboursement par la sécurité sociale. C'est une mesure de dissuasion. Bon, alors, il n'y a pas que ça pour les médecins. Il y a aussi les médecins qui sont pro-vax, qu'on voit à la télé, comme le docteur comme Marty, qui est responsable d'Union des médecins libéraux, tout ça. Eux, par contre, ils sont attaqués, ils sont menacés de mort. Ça aussi, c'est un scandale. Vous vous rendez compte, parce que vous avez dit aux gens qu'il faut se vacciner, vous êtes menacés de mort, et vous avez tous les jours des lettres de menaces. Ils doivent être protégés par la police. Mais c'est quoi ça? Où on va? Dans quel monde on vit? Parce qu'ils ont dit qu'on doit se vacciner, mais il y a plein de médecins qui reçoivent des menaces de mort. Ça aussi, c'est scandaleux. C'est quoi ça? On peut pas vivre dans un pays où on veut vous tuer pour vos opinions. On les accuse d'être des criminels, de faire des génocides, enfin on les compare à des nazis. Bon, enfin, on est chez les fous. On est chez les fous.
Si vous trouvez qu'un médecin, il est probable, laissez-le tranquille, c'est pas votre problème. C'est comme ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, laissez-le tranquille, c'est dans un sens comme dans l'autre. On est devenus fous, les gens ce Covid vous rend fou. De toute façon, on a toujours dit que ce Covid rend fou, ben il rend fou. Donc ces médecins aussi, moi je les défends. C'est quoi cette histoire de vouloir de condamner à mort comme ça des médecins parce qu'ils sont pro-vax ou anti-vax, mais c'est de la folie. On peut pas, c'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Enfin voilà, donc vous voyez, bon ça c'est le Covid, il rend fou, ça on le sait que le Covid rend fou, il nous a rendu fous nous pendant les moments, mais enfin maintenant que ça va mieux, il faudrait un peu que les esprits se calment un peu, espérer qu'il n'y ait pas de nouveau un gros variant, et comme ça essayer de passer cette épidémie, et j'espère qu'on arrive quand même vers la fin de tout ça, en tout cas au niveau mondial ça baisse, mais ne réjouissez pas trop tôt, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut toujours avoir un variant, mais profitez du moment présent, pour le moment ça va bien, alors profitez-en, sortez, reprenez un peu vos activités, moi je vous ai dit, j'ai repris mes congrès, je vais revoyager, je vous ai dit que j'étais la semaine dernière là, à Biarritz, la semaine prochaine à Londres, et la semaine prochaine, la semaine d'après, je vais encore voyager, la semaine d'après, donc je reprends une activité normale et ça me fait du bien et ça me fait plaisir. J'étais content de retrouver mes copains, j'étais content de retrouver ce congrès à Biarritz. Ça nous a fait plaisir d'être ensemble, ça nous fait plaisir de déjeuner ensemble, de passer la soirée ensemble, de boire un verre ensemble. C'était très agréable, ça nous faisait du bien. Ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas vu avec les copains. Et ben voilà. Maintenant, la vie reprend. Il faut que vous repreniez une vie doucement, doucement. Et faites attention. Et j'espère que ça va aller. Alors, on va arrêter donc de parler de ça, on va revenir à des petits points comme ça sur le traitement. Alors, maintenant, on a la confirmation, par exemple, c'est maintenant, au bout de 2 ans et demi, que les corticoïdes inhalés, c'est-à-dire les pulmicores, tout ça, en local, quand on tousse et quand on commence à avoir une atteinte pulmonaire, c'est maintenant qu'on nous dit qu'il faut l'administration de corticoïdes inhalés avoir un effet bénéfique lors d'une administration précoce. Mais nous, on le sait, ça fait des mois, depuis 6 mois, 1 an, qu'on administre ces corticoïdes locaux. Dès que le patient commence à avoir une atteinte pulmonaire, dès que le patient commence à tousser, on sait qu'il faut lui donner des corticoïdes, du Pulmicort en local, un cortisone en local, et ça, on sait que c'est un bon effet. Alors les études arrivent maintenant pour nous le dire. C'est comme dans l'histoire de l'anosmie et la perte du goût et de l'odorat. On sait maintenant qu'il faut traiter tout de suite avec la cortisone. À partir du 10e jour, 15e jour, si vous n'avez pas retrouvé le goût et l'odorat, vous pouvez commencer à mettre de la cortisone dans le nez. C'est très bon, ça accélère la guérison, ça accélère la récupération. Donc aussi pour la cortisone, quand on commence à avoir une atteinte pulmonaire vers le 6e, 7e jour, il faut prendre des corticoïdes de manière inhalée. Et une étude a été faite sur je ne sais plus combien de patients qui ont été analysés sur l'effet de ce budésonide, c'est-à-dire le pulmicort inhalé 2 fois par jour pendant 15 jours, avec il y a eu un groupe où on analysait plusieurs choses. La première chose, c'est la sensation de se sentir mieux, de se sentir guéri, la durée de temps, au bout des temps, les gens se sentaient guéris, avec les corticoïdes, avec le pulmicort, sans le pulmicort, et puis est-ce qu'ils allaient à l'hôpital ou est-ce qu'ils n'allaient pas à l'hôpital en fonction de la prise de corticoïdes par voie locale. Et on voit qu'il y a une réduction dans l'étude, il y a une réduction du délai de sensation de guérison dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Donc on voit que ceux qui ont pris les corticoïdes se sont mieux et vite, beaucoup plus vite que ceux qui n'ont pas pris de corticoïdes. Et pour le critère décès hospitalisation, il y avait une baisse importante dans le groupe budésonide par rapport au groupe contrôle, avec une probabilité importante. Ces valeurs n'atteignaient pas, mais elles mettaient quand même en évidence l'effet du but bénéfique de ce traitement, avec une tendance vers une amélioration en termes de critères durs, comme les hospitalisations et les décès. Donc, vous voyez la courbe. Donc ça, c'est la courbe chez les patients qui n'ont pas été traités avec des corticoïdes locaux et qui ont eu des signes pulmonaires. Et ça, c'est les patients qui ont été traités en bleu avec des corticoïdes locaux. Donc n'oubliez pas, pour les médecins qui nous écoutent, que quand vous avez, et pour les patients, vous pouvez alerter votre médecin si vous avez le Covid et que vous commencez à tousser, le meilleur traitement de la toux du Covid, c'est de prendre des corticoïdes inhalés. Et ça, soit vous les prenez vite au 7e jour et vous aurez une guérison, mais vous voyez, vous tousserez longtemps, 28 jours. Et si
votre médecin ne vous le donne pas, ben vous pouvez le suggérer. Les corticoïdes locaux, on peut améliorer la rapidité de la guérison, mais surtout améliore le nombre de décès et améliore le nombre de décès et le nombre d'hospitalisations. Donc c'est un traitement qui n'est pas négligeable. Donc vous savez très bien maintenant que la cortisone, c'est un traitement qui était ce qu'on donne dans les réanimations. Ça a été une des premières constatations par les Anglais, et ça c'était en juin 2020. Et maintenant on sait que les traitements locaux pour la cortisone améliorent le pronostic, améliorent le nombre d'hospitalisations, améliorent la rapidité de la guérison. Et donc ça est confirmé. Et ça c'est très important. Donc, si vous avez le Covid et que votre médecin ne vous prescrit pas ce genre de produit, suggérez-le et vous pourrez l'utiliser à bon escient et ça vous fera le plus grand bien. Alors, est-ce que les vaccins sont tous égaux? Alors, les vaccins ne sont pas tous égaux. Vous savez, on a vu, on discute Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, tous ces vaccins que nous avons en France, qui sont les 4 principaux vaccins, est-ce qu'ils sont tous égaux? Eh bien, certaines études donc, ont montré quand même que tous les vaccins ont montré quand même que tous les vaccins n'étaient pas égaux et que certains vaccins étaient quand même supérieurs à d'autres. Alors, quels sont les vaccins donc, que je vous ai dit qui ont été étudiés? C'est les 4 que vous connaissez. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les résultats? Vous savez, ça n'a pas été compliqué. On a étudié les anticorps, anti-spike et un autre anticorps, je vous le dirai lequel, et avec le temps, et on voit leur taux et le temps. Alors, en réalisation des cas témoins, donc l'étude n'est pas difficile à faire. Ils ont pris 3700 patients hospitalisés aux États-Unis et ils ont pu déterminer l'efficacité clinique de ces 3 vaccins, puisqu'ils ont étudié les vaccins américains, l'étude est américaine, donc le Pfizer, le Moderna et le Janssen. Alors, donc dans les malades qui étaient hospitalisés, il y avait 64% des patients qui étaient non vaccinés, 12% seulement étaient vaccinés avec le Moderna, 20% étaient vaccinés avec le Pfizer et 3% avec le Janssen. Alors, donc vous voyez que le nombre de vaccinés avec le Janssen, mais parce que le Janssen, ils en font moins. Alors, l'efficacité du Moderna contre une forme grave était de 93%. Elle est de 88% pour le Pfizer et de 71% pour le Janssen. Donc vous voyez ce que je vous ai dit depuis le début, que le Moderna est un très bon vaccin et qu'il est meilleur. Et ben voilà, vous avez ici la preuve par les taux d'anticorps et les malades hospitalisés ou non. En faisant une analyse de ces malades hospitalisés, vous voyez que l'efficacité la meilleure efficacité, c'est le Moderna, c'est 93 contre 88 contre le Pfizer, donc c'est pas négligeable. C'est pour ça que j'avais conseillé en 3e dose de faire le Moderna. Si vous devez faire la 3e dose, de faire le Moderna et non pas le Pfizer, parce que ça va vous donner un boost. D'abord, il sera différent, donc c'est bien de faire un mix des vaccins. Et en plus, il donnera un résultat meilleur de votre immunité. La différence était significative, l'efficacité clinique était retrouvée aussi sur le taux d'IgG et sur la durée du taux d'IgG après 4 mois, suivant la 2e dose pour le vaccin Pfizer et pour le vaccin. Donc vous voyez ici le petit schéma. Voilà le schéma. On ne voit pas très bien. Donc si vous êtes fait vacciner, ici c'est le Moderna. Ça, c'est pour les anticorps anti-HBIG, donc c'est une autre protéine du virus. Et ça, c'est pour les anti-spike. Vous voyez qu'ici, Moderna est supérieur à Pfizer. Au 4e mois, le nombre d'anticorps. Et ici aussi, le nombre d'anticorps est supérieur. Alors, il n'y a pas une énorme différence. Par rapport à Janssen, bien sûr, c'est beaucoup plus fort. Mais quand même, le taux d'anticorps Moderna est supérieur au taux d'anticorps de Pfizer. Donc c'est pour ça que si vous avez le choix entre Moderna et Pfizer, aujourd'hui, il faut faire la troisième vaccin, c'est le Moderna. Et je vous le conseille. Voilà. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles, tout ça. Vous voyez que ces vaccins sont efficaces, tout va bien, la situation dans le monde diminue, c'est de bonnes nouvelles. Il y a malheureusement une mauvaise nouvelle.
Eh oui, il y en a quand même. C'est le vaccin Valvena. Vous savez, c'est un grand espoir. On en parlait beaucoup de ce vaccin Valvena. Valvena, c'est le laboratoire français qui a été soutenu par les Anglais où ils avaient utilisé un vaccin avec un virus atténué. C'était un grand espoir hein, pour nous et on avait dit ce vaccin, ça va faire le lien entre tout le monde, les vax, les pro-vax, les anti-vax, puisque ça sera un vaccin tout à fait normal, tout à fait habituel. Et ben voilà que le laboratoire franco-autrichien annonce que le gouvernement britannique, qui avait commandé 100 millions de doses de vaccins anti-Covid, a résilié son contrat. Vous savez que c'était donc une start-up française à côté de Nantes. La France n'y croyait pas, c'est les Anglais qui ont mis l'argent pour développer la molécule et donc le vaccin, mais toutes les études devaient être faites en Angleterre. Et les premières doses de ce vaccin Valvena devaient être en conséquence pour les Anglais. Et nous voilà que les Anglais les refusent, alors c'est très 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 mauvais signe. Comme toutes les études ont été faites en Angleterre et qu'ils étaient en phase 3, c'est-à-dire qu'ils étaient en phase de vaccination sur un nombre de patients très très important, ça veut dire quand même que on n'est pas arrivé, il semblerait que les Anglais soient sceptiques sur le résultat. Alors voilà, la Grande-Bretagne, donc c'est une annonce Reuters. Vous savez, l'agence d'information Reuters. Le 14 septembre, la Grande-Bretagne a annulé son contrat pour environ 100 millions de doses de vaccins Covid-19 développés par le français Valvena, en partie parce qu'il était clair qu'il ne serait pas approuvé pour une utilisation dans le pays. Le secrétaire britannique de la Santé, Sajid Javid, a déclaré mardi: il y a des raisons commerciales pour lesquelles nous avons annulé le contrat, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il était également clair pour nous que le vaccin en question que la société développée n'obtiendrait pas l'approbation de la MHRA ici au Royaume-Uni, a-t-il déclaré en réponse à une question d'un législateur écossais. Donc ils savaient, ils ont arrêté les négociations avec ce laboratoire, ils ont arrêté la commande de 100 millions de doses parce qu'ils sûrement que les premiers essais n'ont pas été concluants et qu'ils savaient que leur HAS à eux, enfin la FDA anglaise, ou je sais pas comment vous pouvez l'appeler, la MHRA, qui donne l'approbation pour les médicaments et les vaccins, eh ben ils savaient qu'ils n'allaient pas suivre. Et donc ça veut dire que c'est très très mauvais pour le laboratoire Valvena. D'ailleurs, l'action a baissé de 35% du jour au lendemain. Et malheureusement, c'est peut-être un grand espoir qui va partir, parce que ce vaccin était vraiment attendu. On en parle, nous, depuis des mois et des mois. Et il semblerait que ce vaccin va tomber à l'eau. Voilà. Alors, le groupe, lui, va se défendre, Valvena, il veut aller développer ça dans d'autres pays, il cherche d'autres pays pour essayer de faire les essais pour la phase 3, mais bon, vous savez, quand un pays l'a refusé, ça va être difficile pour eux de se retourner. Et le laboratoire a soumis une demande d'autorisation auprès d'autres autorités, notamment au niveau du Pacifique, et eux disent que le vaccin est efficace à 80%, mais les Anglais n'ont pas l'air du tout de valider cette efficacité. Donc, est-ce qu'il est efficace? Aucune certitude pour l'instant. Les essais en phase 3 destinés à prouver l'efficacité réelle d'un traitement avant une éventuelle mise sur le marché sont toujours en cours. Ces essais se déroulent au Royaume-Uni, a toutefois lancé un essai complémentaire en Nouvelle-Zélande auprès des personnes de plus de 56 ans. Donc si les essais en cours sont en Grande-Bretagne et que la Grande-Bretagne a refusé l'achat de 100 millions de doses, vous pouvez être la conclusion tout seul, je n'ai pas besoin de vous dire plus. Il sera disponible normalement ce vaccin à la fin de l'année, mais là aussi, je reste un peu sceptique et malheureusement, ça peut être encore un espoir de perdu, comme on en a perdu beaucoup au niveau des thérapeutiques. Heureusement que nous avons les vaccins ARM qui nous ont quand même sauvés, ça on peut le dire. Alors, le vaccin Sanofi, le vaccin Sanofi, lui aussi, on l'attend en fin d'année. J'espère qu'on aura... Lui, par contre, vous savez qu'on a eu de nombreux déboires, on a eu beaucoup de déceptions avec Sanofi, puisqu'on a pensé au début on allait l'avoir en même temps que les autres et qu'on l'a pas eu du tout. Alors donc, ce Sanofi, on l'attend, il semblerait qu'il va sortir. Alors, au point de vue
comment se fait ce vaccin. Alors c'est un vaccin qui a la même technique de fabrication que pour les virus de l'hépatite. Donc c'est une technique qui est connue, que le vaccin, que le laboratoire Sanofi maîtrise parfaitement bien. Donc c'est un vaccin qui normalement devrait sortir. Mais est-ce qu'il est efficace? Là aussi, ils sont au ils sont en phase 3. Et est-ce que ça va marcher? On peut pas le savoir. Voyez l'histoire de Valvena. Depuis le temps que je vous en parle, en faisant toutes des louanges dessus, vous voyez que finalement ça ne s'est pas fait. Donc le laboratoire Sanofi continue à travailler dessus. En parallèle, ils travaillent sur un vaccin ARM comme le Pfizer et le Moderna, donc ils n'ont pas perdu tout espoir d'en faire un autre avec une technologie différente. Pour l'instant, ils sont sur la technologie de l'hépatite, donc du vaccin contre l'hépatite, donc une technologie qui est déjà approuvée et qu'on connaît. Et j'espère qu'ils vont sortir. Alors pourquoi il est important que notre vaccin sorte? Parce que vous avez vu, il y a 5 milliards de personnes qui ont été vaccinées. Il y a 5 milliards de vaccins qui ont été faits, essentiellement dans les pays les plus riches. Et il y a beaucoup de pays qui sont vaccinés à 10%, 5%, 7%, 8%. Et ces pays, si on veut que cette épidémie finisse, je vous l'ai dit la dernière fois, il faut qu'il y ait une immunité un peu mondiale pour que les uns ne ramènent pas de chez l'autre les virus. Et donc, il est important que de nouveaux vaccins sortent, parce que le monde a besoin encore de 5 milliards, plus de 5 milliards de doses. Et donc, il est important que de nouveaux laboratoires continuent à travailler là-dessus et qu'ils continuent à chercher, parce que plus ils chercheront, plus ils trouveront, et plus on pourra vacciner du monde. Alors, je sais que les antivax ne sont pas contents, mais si on devait attendre l'immunité naturelle, on attendrait pendant 15 ans, parce que on voyait bien que l'immunité naturelle est faible et que le nombre de gens qui l'ont eu, on est à un nombre de 4 millions de personnes sur 5 milliards. Alors vous voyez, non, je me trompe quand je dis 4 millions de personnes, je ne me rappelais plus, je vous avais dit le nombre de personnes qu'il y a vu dans le monde. Je vais vous le redire. 4 millions, c'est le nombre de morts. Il y a eu 5 millions de morts avec cette histoire de Covid. C'est pas négligeable, 5 millions de morts, ouais. Alors, 230 millions de cas confirmés dans le monde. Donc vous voyez, 230 milliards sur 2 milliards, je ne sais plus combien de la population mondiale, 3-4 milliards de personnes, on n'est pas encore arrivé à une immunité collective. Donc c'est pour ça que la vaccination nous aidera sûrement à arriver à une immunité collective. Donc voilà pourquoi ce vaccin Sanofi, j'espère qu'il va être valable, j'espère qu'il va marcher. J'espère qu'il va être utile, qu'il va pouvoir aider à la vaccination mondiale. Vous savez qu'on en a besoin. Alors je vais finir en vous parlant de... Vous savez, on parle du taux d'anticorps. Alors ça, cet article s'est passé... quelqu'un l'a mis sur le groupe, mais je vais quand même vous en parler parce que les gens ne lisent pas forcément tout ce qui passe sur le groupe, ou du moins j'espère, parce qu'il faudrait être continuellement sur le groupe. Moi, je l'avais lu par ailleurs, mais enfin, quelqu'un l'a mis sur le groupe après, et c'est très bien. Alors pour la première fois, une étude montre qu'il y a un lien établi entre le seuil des anticorps et le risque d'infection ou de réinfection par le virus SARS-CoV-2. Alors à quel niveau les anticorps développés pour le Covid nous protègent-ils contre un risque d'infection ou de réinfestation? Plus de 20 mois après l'arrivée de l'épidémie et à l'aube d'une troisième injection chez la personne âgée et fragile, la question n'est pas anodine, parce que toutes les stratégies vaccinales en fait vont dépendre de ça. Les équipes du laboratoire universitaire de Toulouse apportent un élément de réponse dans la revue scientifique Journal of Infection. Il s'agit du premier article, parce que vous savez, on en parle depuis le temps, et les types m'envoyaient sur le groupe, j'ai 300, j'ai 400, j'ai 700, j'ai 2000, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce qu'il y a? Et bien pour une fois, on va avoir une réponse, donc ça c'est très important. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas tenir compte que de ça. Si vous êtes fragile et plus de 65 ans, faites-vous une troisième dose, c'est mieux. Alors, ces travaux de recherche ont été menés à partir de 8758 personnes des hôpitaux de Toulouse jusqu'à la sortie du premier confinement. C'était du arrêté, d'accord. Nous avons observé la distribution des anticorps aux différents points de suivi de cette cohorte. Ceci nous a permis d'établir les seuils d'anticorps associés à différents risques d'être infectés. Alors, parmi les 8758 personnes suivies, plus de la moitié avaient reçu 1 ou 2 doses de vaccin. Alors, 2 informations principales en ressortent. Si vous avez moins de 141 unités par millilitre d'anticorps totaux, le taux de protection pour le Covid n'est que de 12%.
C'est pas beaucoup, hein, 12%. C'est comme si vous n'avez rien. Hein. À l'opposé, au-delà d'une concentration d'anticorps supérieure à 1700, aucune réinfestation n'a été constatée. Donc si vous avez 142, moins de 141, vous avez une protection minime. Par contre, si vous avez plus de 1700 unités, soit par la vaccination, soit parce que vous l'avez déjà eu, le Covid, vous êtes en principe tranquille puisqu'aucune réinfection n'a été constatée. Le problème, c'est entre 141 et 1700. Parce que vous avez souvent, on me dit, j'ai 1000, 1002. La protection contre une infection et une réinfestation est de 90%. Donc elle n'est pas négligeable. À noter que chez toutes les personnes vaccinées ne présentant pas de déficit d'immunité, aucune ne présente un taux d'anticorps inférieur à 141 dans les mois qui suivent la deuxième dose, dans le mois. Donc un bon point pour la vaccination. Dans cet échantillon de soignants, les mieux protégés, sont ceux qui ont été infectés une première fois par le virus et ceux qui ont reçu une dose de vaccin ensuite 2 mois après. Ça, on le sait. L'immunité procurée par la maladie elle-même est nettement supérieure à l'immunité que procure la vaccination. C'est un fait et c'est quelque chose, on le sait maintenant, l'immunité est meilleure. Dans cet échantillon de soignants, les mieux protégés sont ceux qui ont été infectés, bon, c'est ce que j'ai dit. Ceux-là, en majorité, ont un taux d'anticorps supérieur à 1700. C'est-à-dire ceux qui ont eu le Covid, puis une dose, ils sont le plus souvent supérieurs à 1700 unités, donc ils ne se réinfecteront pas. Certains peuvent même aller jusqu'à 147 000. Alors bravo, 147 000, moi je ne l'ai jamais vu. J'ai eu quelqu'un qui a déjà donné le prix du meilleur taux, mais alors là, 147 000, jamais j'ai vu. Vous voyez que c'est possible puisque ça a été décrit. Alors, parmi les infectés non vaccinés ensuite, une large majorité présente un taux d'anticorps inférieur 3 mois après l'infection. Là aussi, la vaccination marque des points. Donc, vous voyez, plus le temps passe et plus on baisse. Et après, on arrive à moins de 141 unités par millilitre. Donc, on a une protection qui est faible, une protection de moins de 10%. Donc l'intérêt de savoir le taux d'anticorps, c'est de savoir à quel seuil vous êtes. Si vous êtes à moins de 141, faites-vous la troisième dose. Si vous êtes à 1700, vous êtes tranquille. Et si vous êtes entre 141 et 1700, vous avez une protection qui est bonne, puisque vous êtes quand même à 90% de protection. Et donc ça permet de suivre un peu. Alors je pense que ça, c'est très intéressant, mais ça peut quand même entraîner des dérives. Je pense que les gens qui déjà faisaient des anticorps tout le temps, ils vont faire encore plus pour les suivre, pour voir où ils en sont, combien, 1700, 1000, 1500. Et ça, c'est un problème parce que ils vont multiplier les prises de sang et les dosages. Et je ne suis pas sûr que ce soit bien. Moi, je pense qu'il faut suivre les recommandations de l'HAS. Vous voyez que là, ils sont quand même assez prudents. Ils n'ont fait vacciner que les plus de 65 ans, que ceux qui avaient des comorbidités. Je crois qu'il faut suivre un peu ils ont quand même une bonne notion de ceux qui sont hospitalisés, de ceux qui sont en réanimation, de ceux qui sont réinfectés. Ils analysent, ils étudient. Et donc, moi, je les laisse faire. Et la vérité, je suivrai leurs recommandations. Pour l'instant, je ne suis pas dans les recommandations pour la vaccination. Donc, pour l'instant, je ne fais rien. On sait que la troisième dose est efficace. Hein, ça, c'est sûr et certain. Toutes les études le prouvent. La troisième dose, quand on va le refaire, on va le faire. Alors, réellement, il existe un relationnel fort permettant de la justifier. Effectivement, quand on fait les taux d'anticorps et qu'on fait la troisième dose, on sait que le fait de faire la troisième dose va augmenter le taux d'anticorps de manière très importante. Par contre, ces données pourraient justifier la dose de rappel afin de permettre de booster la réponse immunitaire. Une étude de chercheurs israéliens a pu vérifier dans la vraie vie l'effet de la troisième dose. Ils ont pu comparer après une population de patients de plus de 60 ans vaccinés avec 2 doses et ceux vaccinés avec 3 doses, administrés après au moins 6 mois suivant la deuxième dose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu pour les troisièmes doses ? Alors, dans le groupe booster, c'est-à-dire ceux qui ont eu la troisième dose, le taux d'infection au Covid a baissé d'un facteur de 10% par rapport au groupe qui n'ont pas eu la troisième dose, et le taux de Covid sévère était diminué de 20% par rapport aux autres. Donc ça, on le sait, ça c'est sur la vraie vie, puis c'était une étude sur la vraie vie israélienne, sur la vraie vie, parce que malheureusement, ils ont quand même...
ils ont quand même l'habitude de faire les études, les Israéliens, et comme malheureusement ils ont encore beaucoup de patients et qu'ils ne sont pas encore sortis de leur vague, et donc ils ont fait l'étude sur les patients réels, et vous voyez que le résultat montre que la troisième dose, bien sûr, va rebooster l'immunité et que les gens vont avoir des anticorps. Donc voilà, on ne va pas continuer trop longtemps cette vidéo. La vidéo que je voulais vous faire aujourd'hui est quand même assez rassurante. Vous voyez que les nouvelles sont bonnes. La situation en France se stabilise dans le bon sens. La situation dans le monde baisse de 10%. Ceci, si il n'y a pas de nouveaux variants qui apparaissent, on semblerait qu'on soit sur la bonne voie, mais il ne faut pas se réjouir trop tôt. On s'est réjoui déjà trop de fois dans cette épidémie, à tort, et donc restons lucides et restons froids et profitons du moment présent. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Si vous perdez les paris de sport, le marabout est là et il pourra vous aider à retrouver la victoire. Mais si vous ne jouez pas, ou si vous jouez pas et si vous n'avez pas de problème de cœur et tout ça, ben laissez le marabout tranquille, il est trop occupé. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis peut-être pas la semaine prochaine parce que je serai à Londres. Si j'arrive plus tôt, j'essaierai de faire un tout petit live, mais je suis pas sûr de le faire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours. Allez, n'oubliez pas surtout, ensemble nous sommes plus forts.